C'est le premier chapitre de Un espion très ordinaire. Le premier chapitre, c'est le deuxième bureau sonne le tocsin pour des sourds. Alors, dès les premières semaines de l'année 1935, les informations en provenance des postes de Berlin, La Haye, Bruxelles, Mulhouse, Lille, concernant le réarmement de l'Allemagne, commencent à se multiplier. Elles sont chaque jour plus précises, plus documentées, plus alarmantes. Adolf Hitler s'est emparé du pouvoir en janvier 1933 et déjà les usines de la Ruhr, au mépris des dispositions du traité de Versailles, tournent à plein rendement pour équiper l'armée allemande qui renaît de ses cendres. Les renseignements qui affluent des postes du SR, service de renseignement, sont centralisés au deuxième bureau qui les vérifie, les compare, les recoupe, tente d'y déceler d'éventuelles traces d'intoxication et les exploite en des synthèses destinées aux instances politiques et militaires du pouvoir. Dans son modeste bureau du 2 bis, comme disent les initiés en parlant du 2 bis avenue de Tourville, qu'occupe le deuxième bureau, le colonel Gaucher examine une note destinée à son ministre et qui, dans sa brièveté, lui paraît lourde d'importance. Le Reich possède dès aujourd'hui 3 divisions blindées et en constitue 3 autres qui seront achevées dans le courant de 1936. Le personnel de ces divisions est un personnel d'élite composé de militaires de carrière et d'engagés. Ces divisions ont une mobilité et une puissance de feu inconnues à ce jour et sont, d'évidence, destinées à des opérations offensives foudroyantes. Hommes d'ordre et de rigueur, sanglés dans un uniforme impeccable, les cheveux taillés très courts, son lorgnon pincé sur un nez un peu trop fort, le colonel vérifie chaque mot du document soumis à sa signature. Il le paraphe et commente. J'espère que là-haut, ça va les faire bouger. Là-haut, c'est le sommet de la hiérarchie, l'état-major, qui, jusqu'ici, reste impavide devant les signaux d'alarme que lui adressent continuellement ses services de renseignement. Qu'en penses-tu, Pépère ? Ajoute l'officier à l'adresse du seul interlocuteur présent dans la pièce, la porte capitonnée, un perroquet qui ronchonne sur son perchoir en grignotant la moitié d'une noix. Pépère émet un sifflement rocailleux et maussade que son maître tient pour un acquiescement. Cet oiseau est sans doute le seul être au monde à qui l'homme de renseignement fait parfois une confidence. Secret oblige, bougonne-t-il avec quelque regret dans la voix. Je possède un oiseau parleur qui ne parle pas. Bon.
Alors, contrairement à une croyance généralement admise, les efforts insidieux de l'Allemagne pour rééquiper son armée ne dataient pas de l'arrivée d'Hitler au pouvoir. La République de Weimar avait déjà engagé sa remilitarisation. C'est ainsi que nos agents avaient signalé dès 1931 que depuis 1928, les chantiers navals d'Outre-Rhin avaient, tout en restant dans les limites du tonnage prévu par le traité de Versailles, 10 000 tonnes, procédé au lancement de navires de commerce protégés par une ceinture cuirassée de 127 mm d'épaisseur et munis de 6 canons de 280 mm. L'entraînement des corps de police évoluait de telle façon que leur vocation militaire devenait de plus en plus évidente. Les effectifs et l'armement des unités affectées à la sécurité publique dépassaient manifestement ce qui était nécessaire à leur mission. L'Allemagne ne se résignait pas aux contraintes de toute nature que les Alliés lui avaient imposées dans l'euphorie de la victoire, sans en mesurer le caractère excessif. L'Allemagne paiera, proclamaient les Français, unanime. L'Allemagne ne paiera pas longtemps, annonçait Adolf Hitler aux militants nazis. Dans le désordre de l'après-guerre, la société allemande, gagnée par l'anarchie, allait amorcer son retour à l'unité sur le refus de l'inacceptable. Le colonel Laurent, puis le colonel Roux, successivement chef du SR de 1928 à 1936, observaient ce phénomène avec anxiété. Ils en informaient l'état-major et ne cachaient plus leur dépit de ne voir s'en suivre aucune action militaire ou diplomatique propre à rappeler Berlin à ses obligations. Les événements allaient bientôt s'accélérer. Le 3 janvier 1933, 4 jours après son accession au pouvoir, Hitler avait déclaré devant les responsables de la Reichswehr, protégés par le secret, nous devons prendre toute mesure tendant à la préparation économique et militaire. Ce n'est que lorsque nous serons assurés de nos bases que nous pourrons en faire état. Alors seulement, nous aurons la liberté de décision. Ce secret derrière lequel le dictateur allemand entendait abriter ses funestes projets, le SR français allait sans cesse en forcer l'accès et fournir aux instances politiques et militaires françaises les indications qui auraient dû leur permettre de prendre les décisions qui s'imposaient. Rien de tel ne se produisit. Notre état-major préparait pour demain une guerre d'hier et l'Assemblée nationale, qui faisait commerce de pacifisme, refusait d'entendre les nouvelles inquiétantes qui auraient pu chagriner les électeurs. En juin 1936, le colonel Rivet prenait la direction du SR, succédant au colonel Roux, dont il était précédemment l'adjoint. Ce petit bonhomme qui ressemblait à Monsieur Tout-le-Monde, avec son maintien un peu trop raide, ses chevelures clairsemées et sa petite moustache minutieusement taillée, fut, avec son aspect insignifiant,
un grand du renseignement, un maître espion de la dimension d'un Menzies de l'intelligence service, d'un Canaris de l'Abwehr ou d'un Marcus Wolf du KGB. Il allait pendant 10 ans, dans les pires conditions, tenir d'une main ferme et sûre la barre de son service à travers l'agonie tumultueuse d'une Troisième République, rongée par ses vices, puis dans la tourmente de l'occupation allemande. Louis Rivet était entré au SR en 1919, sans doute parce qu'une grave blessure de guerre le désignait pour une affectation plutôt sédentaire. Opérant en Allemagne au sein de l'armée d'occupation, ses dons naturels pour le renseignement et sa grande capacité d'analyse le firent remarquer par le général Weygand, qui en fit son collaborateur alors qu'il gagnait Varsovie pour y conseiller le gouvernement Pilsudski, aux prises avec les actions subversives du Comintern. L'URSS visait alors à prendre le contrôle de la Pologne comme de l'Allemagne par le moyen d'une révolution que préparaient activement les partis communistes guidés et financés par elle. Entre le général et son collaborateur naquirent des sentiments durables d'estime et de confiance qui, nous le verrons plus tard, contribueront grandement à faciliter les travaux du SR à partir de 1940. De Varsovie à Berlin, de Belfort à Lille, le futur patron du renseignement allait ensuite, durant presque 15 ans, se consacrer aux questions allemandes, décomposition de la République de Weimar, naissance du nazisme, remilitarisation, en même temps qu'à l'observation des manœuvres du Comintern pour infiltrer l'Europe et singulièrement la France. Germaniste indiscuté et témoin attentif des entreprises de la Loubianka, c'est donc un patron particulièrement qualifié qui prenait les commandes du SR au moment où deux dictatures allaient s'attaquer au monde libre par des voies différentes avant de s'associer dans le crime puis de s'entretuer. Ok. À partir de 1935, la France allait vivre durant 4 années une situation singulière. Ses services de renseignement, d'une excellente efficacité, allaient informer régulièrement le gouvernement des projets d'un agresseur déterminé qui préparait fébrilement l'arsenal nécessaire à la détruire, mais une majorité d'illuminés dominait le Parlement et entendait n'opposer au danger que l'incantation, l'appel à la fraternité universelle, ou, mieux encore, les admonestations apeurées de la Société des Nations. Deux psychopathes sanguinaires et dénués de tout scrupule régnaient sur l'Allemagne et l'Union soviétique. Et nos diplomates sillonnaient l'Europe dans le vain espoir de les opposer l'un à l'autre ou d'obtenir la signature de l'un d'entre eux sur un document rassurant. Hitler accumulait par milliers les avions de combat et les systèmes d'armes, et nos généraux, confiants et sereins, comptaient sur la bravoure de l'infanterie pour repousser la horde mécanisée qui allait tout anéantir sur son passage. Les rapports entre le pouvoir et le renseignement sont toujours malcommodes. Ceux qui nous gouvernent
forts de leur certitude, sont peu enclins à prendre avis de leurs services secrets. L'homme politique, pour capter les suffrages, est condamné à vendre de l'illusion. L'homme du renseignement, qui a pour mission de lui soumettre des faits vérifiés, le gêne dans cette démarche, l'inquiète et pour finir l'agace. Dans les années 30, la gauche antimilitariste accueillait toute nouvelle alarmante avec la plus grande suspicion, y voyant instinctivement une manœuvre des va-t-en-guerre qu'elle imaginait fort nombreux dans les états-majors, ce qui n'était hélas pas le cas. Socialistes et communistes niaient obstinément la proximité du péril pour prêcher l'utopie pacifiste qui constituait, avec l'âge d'or collectiviste, l'essentiel de leurs programmes électoraux. À l'extrême droite, certains voyaient sans déplaisir s'organiser à l'est de nos frontières une force apte à contenir l'éventuel agresseur rouge. Voilà. Pourtant, les informations ne faisaient pas défaut. Depuis 1934, le SR, le service de renseignement, observait le réarmement de l'Allemagne. Il allait, au fil des années, dénombrer et identifier plus de 300 usines travaillant exclusivement pour l'industrie militaire. Il signalait l'augmentation constante des crédits affectés par le Reich à son armée. Ces crédits allaient passer progressivement de 5 milliards de marks en 1935 à 16 milliards en 1938 pour se monter au chiffre global de 90 milliards. Le deuxième bureau évaluait en permanence les effectifs de la Wehrmacht. En 1935, il estimait que dès 1937, ces effectifs seraient supérieurs, en cas de mobilisation générale, à ceux de l'armée française et en atteindrait le double en 1940. Au cours de l'année 1937, il estimait que le plan d'équipement de l'armée allemande, aviation comprise, serait achevé avant 1941 et qu'alors les risques de guerre s'en trouveraient gravement augmentés. Avec 8 mois d'avance, il prévoyait le coup de force d'Hitler en Autriche, perpétré en mars 1938. Au mois d'avril suivant, il fournissait déjà les premiers éléments du projet d'invasion de la Tchécoslovaquie qui allait se réaliser 11 mois plus tard. Mais que faire pour forcer l'attention d'un pouvoir faible, instable, indécis, qui, pour fuir ses responsabilités, trouve refuge dans des projets fumeux de paix universelle. Le 9 mars 1935, Hitler annonçait officiellement, alors que nous le savions déjà, qu'il allait se doter d'une aviation de guerre. Le 15 mars, l'éphémère gouvernement de Pierre-Étienne Flandrin tentait de placer nos parlementaires face à leurs responsabilités et de faire voter l'allongement du service militaire pour le porter à 2 ans. On arrête là. Okay. Okay. Alors, l'état-major des armées réclamait depuis longtemps cette mesure dont l'impopularité est facile à comprendre. Une longue controverse allait s'ensuivre et, durant des mois, l'Assemblée nationale divisait
par les passions doctrinales, allait voir s'affronter les arguments les plus effarants. Pour en juger, transportons-nous à cette époque et assistons au premier débat. Le tumulte qui règne dans les allées du Palais Bourbon indique que l'affrontement sera rude. Les radicaux, comme les socialistes, annoncent à qui veulent l'entendre: sur cette question, nous ne céderons pas. Alors, dès l'ouverture de la séance, Léon Blum, qui est le leader de la SFIO, organisation extrême gauche, engage le fer. Pour lui, tout geste tendant à renforcer notre puissance militaire est une contribution à la course aux armements et, de ce fait, aggrave les risques de conflit. Faisant preuve d'une étonnante candeur pour un sexagénaire professionnel en politique, il raisonne comme si Hitler était une personne sensée et Staline un humaniste. À partir de ce double postulat, il pense, sincèrement semble-t-il, qu'il n'y a plus qu'à définir les moyens d'organiser la paix entre gens de bonne foi et de bonne volonté, et de régler tout litige par la négociation. Selon lui, d'ailleurs, la sagesse des peuples, pourvu que l'on y fasse appel, serait faire obstacle aux entreprises belliqueuses d'un mauvais berger qui, saisi par l'esprit de conquête, choisirait de diriger son troupeau vers les sentiers de l'aventure. Le malheureux se trouverait alors non seulement entravé dans ses projets, mais, par un juste châtiment, désigné à la réprobation de la conscience internationale. Ces spéculations intellectuelles, privées de tout contact avec le réel, le ramènent obstinément à la même conclusion qui fera beaucoup rire dans les salons et plongera le pays dans le malheur. Désarmons totalement la France. L'Allemagne suivra. Maurice Thorez, lui, n'a pas à manipuler tant d'abstractions. Le Comintern pense pour lui, et les directives du Comintern sont, pour quelques semaines encore, inchangées. Affaiblir les démocraties par tous les moyens, dans l'attente d'une opportunité. Le secrétaire général du Parti communiste, qui sera porté déserteur lorsque la guerre viendra, fait la preuve par avance d'une parfaite cohérence entre la doctrine qu'il transmet et son comportement futur. Et il déclare solennellement: les communistes ne croient pas aux mensonges de la défense nationale. L'ennemi est dans notre pays. Nous, communistes, nous sommes des défaitistes révolutionnaires. Nous ne nous contenterons pas d'une simple propagande contre la guerre. Nous sommes résolus à entreprendre sans défaillance la tâche antimilitariste. Nous sommes fidèles au manifeste de Karl Marx et Engels: les communistes n'ont pas de patrie. André Marty, figure historique du Parti communiste, précisera plus tard dans l'Humanité la position de son parti. Notre parti reste l'ennemi irréductible de la défense nationale.
Notre ennemi essentiel, c'est l'impérialisme français. Le Parti communiste se déclare contre toute prolongation du temps de service, contre toute augmentation des budgets militaires. L'avenir du pays est vraiment entre bonnes mains. Ces considérables penseurs vont prendre la majorité à l'Assemblée nationale en juin 1936 et la conserveront jusqu'à la catastrophe finale, c'est-à-dire jusqu'à ce que notre infériorité militaire rende inévitable une guerre perdue d'avance. Plus grave encore, si le deuxième bureau sait tout des projets et des préparatifs du Reich, l'Abwehr, de son côté, connaît parfaitement les faiblesses de la France, la vétusté de son armement, l'incapacité de son état-major, l'indigence de son plan de bataille et surtout la médiocrité de ses responsables politiques. Hitler dira plus tard, parlant de l'Angleterre et de la France, « Nos voisins n'ont que des hommes en dessous de la moyenne, pas des maîtres, des pantins qui craignent l'action, des bavards, des vermisseaux. Chamberlain et Daladier, je les ai jugés, ce sont des lâches. » Le maître du Reich était bien renseigné. Il suit avec délectation les débats du Parlement de Paris. Il accélère la production d'armes nouvelles. Il n'a plus qu'à attendre que la disproportion des forces lui assure une victoire certaine. Paul Reynaud ne se résigne pas à cette effrayante perspective. Lorsqu'il monte à la tribune pour l'opposition, ce minuscule montagnard à face d'Asiate, dont l'énergie est inépuisable et le verbe vigoureux, espère encore convaincre ses collègues qu'au cœur de ces débats qui prennent l'allure d'une pantalonnade, c'est le sort du pays qui se joue. Pour appuyer la proposition qu'il va faire, il a dans ses dossiers un document majeur. La note que le deuxième bureau avait rédigée 3 mois plus tôt concernant la création en Allemagne de divisions blindées. Prenant pour hypothèse une attaque allemande, il accuse. Tandis que l'on a chez nous les yeux tournés vers la guerre d'hier, les Allemands portent leur regard sur la guerre de demain. C'est par une offensive foudroyante, avec une aviation ultramoderne et une armée rapide à grand rendement, que l'Allemagne fera cette opération. Sommes-nous armés pour riposter? Notre armée n'est pas accompagnée sur terre d'une armée de choc comme l'armée allemande. Le problème français, du point de vue militaire, est de créer un corps spécialisé propre à des répliques aussi foudroyantes que l'attaque, car si l'assailli n'a pas de riposte aussi rapide que l'assaillant, tout est perdu. Les mains rivées à la tribune, comme pour résister à la tempête qui s'annonce, défiant du regard une assemblée méfiante, hostile ou rigolarde, de son étrange voix au timbre métallique, il propose la création d'un corps cuirassé de 100 000 hommes, pouvant se déplacer avec une grande vélocité et disposant d'une puissance de feu double de celle de toute l'armée de 14. Il va de soi
que l'emploi d'un instrument aussi sophistiqué et coûteux implique qu'il soit confié à des militaires de carrière ou à des engagés, comme c'est le cas pour la marine ou l'aviation. Et c'est par là que le projet porte en lui sa propre condamnation. Édouard Daladier, qui sera ministre de la guerre de juin 1936 à mai 1940, est convaincu que l'armée de métier est un danger pour la démocratie. Léon Blum partage ce point de vue et s'interroge sur le point de savoir comment sera recruter les cadres de cette nouvelle élite militaire. Est-il téméraire de penser, écrit-il dans Le Populaire, qu'un tri de cette nature ne laisserait passer qu'une assez faible quantité d'officiers républicains? Dans la galerie réservée au public, attentif aux arguments échangés, un officier de haute taille en tenue civile dissimule son anxiété sous une apparente impassibilité, son visage au profil trop avancé, pointé vers l'orateur. C'est le lieutenant-colonel de Gaulle. Il est secrétaire du Conseil supérieur de la défense nationale. Le projet dont on débat, c'est le sien. Depuis plusieurs années, il a multiplié sans succès les démarches auprès de sa hiérarchie pour que soit examinée son étude consacrée à la modernisation de l'armée. Cette étude, il l'avait entamée sous l'égide du maréchal Pétain, alors vice-président du Conseil supérieur de la guerre, qui avait remarqué cet officier brillant, laborieux, ouvert aux progrès techniques, et en avait fait en 1925 l'un des membres de son cabinet. Le maréchal, après avoir encouragé et suivi les travaux de son collaborateur, s'en était par la suite désintéressé, probablement pour ne pas entrer en conflit avec l'état-major, qui ne les approuvait pas, et sans doute parce que trop de modernité bousculait ses habitudes. De Gaulle avait persévéré, aidé de quelques officiers de sa génération convaincus, comme lui, que la guerre de demain, si elle devait survenir, revêtirait des formes tout à fait nouvelles. En décembre 1934, grâce à un ami commun, il avait obtenu un rendez-vous avec Paul Reynaud, dont il savait qu'il avait pris la mesure du péril hitlérien et qu'en conséquence était déterminé à user de son influence pour faire doter l'armée française des moyens nécessaires à faire face au danger. Le ministre avait apprécié l'officier pour sa compétence, sa détermination et la qualité de son projet. La confiance était née entre les deux hommes et ne devait plus se démentir.